Midi 13h. Débat première. Bertrand Haine. Le PS nouveau est-il arrivé ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui après le congrès dimanche. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était bien dimanche du Parti Socialiste où s'est clôturé le chantier des idées avec 170 propositions pour mettre, je cite le président du Parti Socialiste, Elio Di Rupo, un coup d'arrêt aux dérives néolibérales. On y retrouve notamment la réduction du temps de travail, la globalisation des revenus, un impôt sur le grand patrimoine, la hausse du salaire minimum, une garantie emploi pour tous, la limitation à 15 du rapport entre la plus haute et la plus basse rémunération dans une entreprise, le décumul des revenus et des fonctions pour les mandataires de communes de plus de 50 000 habitants. Laurette Onkelings avait annoncé il y a quelques mois un nouveau PS. Est-il bien là ? Y a-t-il un coup de barre à gauche, comme certains l'espéraient ou le redoutaient ? Je ne prends pas position ici. Quelle est la direction choisie par les socialistes ? Celle de Jeremy Corbyn au Royaume-Uni ou des socialistes allemands ou français ? Y a-t-il rupture ou évolution du message socialiste ? Débat entre deux personnalités qui se revendiquent du socialisme. Le député du PS, Nicolas Martin. Bonjour Nicolas Martin. Bonjour. Vous êtes plutôt considéré comme un proche d'Elio Di Rupo. Et le philosophe Édouard Delruel de l'Université de Liège. Bonjour Édouard Delruel. Bonjour. En duplex avec nous depuis Liège. Édouard Delruel, on commence par vous. Vous disiez dans une carte blanche il y a quelques jours, je vous cite, « Je crains que le PS ne soit pas encore en mesure de faire une analyse lucide du tournant historique que nous vivons actuellement et de se fixer une ligne politique claire. » On va aborder les deux aspects de la question, mais d'abord le premier point sur le tournant historique et l'analyse lucide. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, après avoir lu les conclusions du chantier des idées, le nouveau manifeste du Parti Socialiste, qu'il fait ou non cette analyse lucide du tournant historique que nous vivons selon vous ? Alors, je répondrai oui et non, en essayant d'être d'abord le plus constructif possible, parce qu'il y a quand même un vrai travail de fond qui a été fait, tout à fait réel, un investissement des fédérations, des sections, il y a un recentrage à gauche qui est évident, et moi je n'ai rien à redire, ni au manifeste, ni aux 170 propositions. Maintenant, ce que je regrette quand même un petit peu dimanche et dans le processus auparavant, c'est qu'il n'y a pas eu de bilan critique. C'est ça, un tournant historique, c'est quand même de faire un peu le bilan critique des 30 années où le Parti Socialiste a été au pouvoir, où il y a eu d'excellentes choses, des plus mauvaises choses, de dire on a essayé de sauver la Sécu, mais en contrepartie, il est vrai que le droit du travail a été partiellement démantelé, il est vrai que les services publics ont été privatisés, voilà pourquoi on n'a pas pu peut-être faire autrement, ou on aurait quand même dû faire autrement. Donc je trouve que ce bilan critique, qui a été tenté dans certaines fédérations, j'ai participé à une séance de la fédération de Charleroi au mois d'octobre, de ce point de vue-là, mais je trouve qu'on aurait dû le faire collectivement et peut-être dimanche ou dans un congrès en soi. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que l'analyse lucide du tournant historique, et qui est quoi ? Qui est en gros que depuis 1945, le Parti Socialiste avait une mission historique qui était d'être le garant du pacte social, du pacte social de 45, des services publics puissants, un droit du travail protecteur, la sécurité sociale. Je pense que cette mission historique, elle est morte tout simplement parce qu'il n'y a plus de pacte social. Pourquoi ? Parce que le néolibéralisme, les forces de droite, nationalistes et ultralibérales, l'ont mis par terre. Et donc aujourd'hui, la nouvelle mission du Parti Socialiste, c'est d'être une alternative au néolibéralisme. On le dit, et ça a été dit dimanche. Donc là, j'en suis bien d'accord. Maintenant, il faut aussi en tirer les conséquences sur le plan de la ligne politique, des alliances, des convergences. Voilà. Et ça, c'est la deuxième chose qui a manqué, selon moi, dimanche. Se fixer une ligne politique claire, c'était la deuxième partie de votre remarque. Je vous propose plutôt d'aborder ça dans la deuxième partie de l'émission et de rester d'abord sur le fond, sur le travail idéologique et philosophique. Et puis, on parlera stratégie éventuellement, puisqu'il y a pas mal d'auditeurs aussi qui interrogent le Parti Socialiste sur cette question de la stratégie, des alliances, des personnalités aussi pour incarner le Parti Socialiste. Mais restons sur le fond et sur la philosophie avec Nicolas Martin, le député socialiste de Mons. Réponse donc à Édouard Delruel qui dit oui et non, il y a eu un vrai travail, mais il n'y a pas eu sans doute ce bilan des années du Parti Socialiste qui aurait peut-être permis de commencer vraiment le nouveau départ, quoi.
Oui, je ne suis pas d'accord avec cette approche, puisque après la remise dans l'opposition du parti en 2014, il y a eu un vrai travail de fond qui a été fait, à la fois dans l'ensemble des sections locales, des unions socialistes communales, des fédérations. Alors c'est vrai qu'il n'a peut-être pas été nécessairement très médiatisé, mais il est évident qu'après 2 années complètes de débats avec l'ensemble des militants, avec les acteurs de terrain, cette remise en question, elle a eu lieu évidemment, et c'est d'ailleurs ce qui nous a conduit à aboutir hier avec un congrès, avec un ensemble de propositions qui sont quelque part la conséquence logique de cette remise en question et aussi d'une mise en perspective de ce que doit être le socialisme et la gauche demain. D'accord, mais il n'y a pas eu, comme on voit dans les 170 propositions qui sont donc pour l'avenir, il n'y a pas eu, on va dire, peut-être un bilan critique en disant ça c'est une erreur, ça c'est une erreur, le PS ne veut plus faire ça, non mais pas aux médias mais aux militants et aux électeurs potentiels. Ce débat a évidemment eu lieu avec les militants, moi je peux vous le dire, je peux en témoigner dans ma les fédérations, mais pas au niveau global, je le regrette un petit peu. Oui, mais les fédérations, c'est le Parti socialiste, donc je veux dire, il n'y a pas 2 partis socialistes, un à Bruxelles et un sur le terrain, il y a un Parti socialiste global qui travaille, et d'ailleurs ce qui a été approuvé hier au Congrès, c'est le fruit du travail qui a été mené dans les sections, dans les fédérations, avec les militants. Il n'y a pas 2 partis différents. Et donc, bien entendu, on a tiré les leçons de certains échecs, en tout cas de certaines concessions que l'on a dû faire dans les gouvernements, parce que je rappelle quand même qu'on est dans un pays qui s'appelle la Belgique, avec des gouvernements de coalition, où on ne mène pas le programme que l'on a présenté devant les électeurs à 100%, mais où il faut faire des compromis, parce que c'est la complexité du pays qui le veut, et tous les partis sont confrontés à cette réalité-là une fois qu'ils vont aux responsabilités et au gouvernement, mais ça n'empêche qu'on doit effectivement avoir une analyse critique de ce qui a été fait, et le fait d'être dans l'opposition aujourd'hui nous permet d'avoir le recul suffisant que pour travailler plus encore qu'hier avec les acteurs de terrain, avec les militants, avec les organisations syndicales, les mutualités, pour pouvoir repartir sur un nouveau pied avec un nouveau programme. Édouard Delruel, allez-y. Oui, par exemple, qui était absente, Solidaris et la FGTB n'étaient pas là, n'ont pas eu de prise de parole. Alors est-ce qu'il y avait des divergences, justement, peut-être sur le bilan critique? C'est peut-être ça qui aujourd'hui manque un petit peu, c'est d'une réflexivité critique. Alors, je sais bien qu'elle a lieu dans les fédérations, puisque j'ai moi-même dit que j'y ai participé. Voilà. Mais je pense qu'au niveau global... Pour le grand public, c'est pas évident. Voilà, et puis même au niveau peut-être de la FGTB, il y a quand même un peu des tensions aujourd'hui avec le parti, et je pense ça tient à cette absence de regard critique, et peut-être avec Solidaris aussi. Donc je pense que c'est absolument nécessaire pour l'action commune, pour après éventuellement des convergences de gauche, de faire ce bilan critique. Je sais bien qu'il a été fait au niveau local, au niveau interne, mais je pense qu'on peut aussi avoir ce débat avec l'ensemble de l'opinion publique. Non, mais encore une fois, à partir du moment où on met 170 propositions sur la table, c'est qu'elles sont le fruit de tout un débat qui a eu lieu pendant 2 ans, qui n'a certes pas été encore une fois très médiatisé, mais qui a été le fruit d'un réel travail de terrain avec les militants et les acteurs de terrain. Et donc, cette analyse autocritique a eu lieu. Maintenant, je pense qu'il faut tourner la page à partir du moment où on a posé les constats, et il faut expliquer aux gens en quoi on peut apporter une valeur ajoutée demain si on retourne au gouvernement. Et par rapport à la FGTB, par rapport à Solidaris, évidemment que nous avons des contacts permanents avec eux. Oui. Et moi, ce que je note, c'est qu'aujourd'hui, la FGTB, notamment les amis de la CGSP, voient très clairement quelle est la différence entre un gouvernement avec les socialistes ou un gouvernement sans les socialistes, que ce soit notamment par rapport aux services publics, que ce soit notamment par rapport à la question des pensions. Je pourrais faire une longue liste de dossiers où c'est vrai qu'hier, on nous disait, oui, vous êtes au pouvoir, mais on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a une plus-value. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, qu'on n'est plus là, ils voient la différence, et je pourrais lister toutes les mesures de régression sociale qui sont prises au niveau du gouvernement fédéral, sans parler du niveau wallon, qui marquent la différence très claire entre un gouvernement à participation socialiste ou sans les socialistes. On a bien compris de toute façon sur la partie bilan, j'ai envie de dire critique du PS, vous n'étiez pas d'accord, mais Édouard Delruel, sur ce qui a été proposé, pour essayer de comprendre un petit peu peut-être l'évolution doctrinaire, idéologique du parti socialiste, du socialisme à la belge, est-ce qu'on se retrouve avec quelque part un parti socialiste qui est aujourd'hui plus proche de ce que Jeremy Corbyn fait en Grande-Bretagne, avec une série d'idées peut-être plus considérées comme plus radicales, ou est-ce qu'on reste dans une tradition plus social-démocrate, comme on a pu en connaître en France avec François Hollande, maintenant c'est Emmanuel Macron, mais ou en Allemagne? Quel constat vous faites? Où se situe, si on regarde un peu par rapport aux autres partis européens, le Parti socialiste aujourd'hui? Non, mais très clairement, si vous regardez les 170 propositions, elles sont évidemment beaucoup plus proches de Corbyn ou de Sanders que mais on n'est pas encore dans France Insoumise et dans le PTB, soyons clairs. Oui, non, mais c'est le Parti socialiste. On n'est pas communiste, effectivement. Voilà, un parti réformiste. Mais enfin, ce sont des propositions qui sont tout à fait clairement socialistes, et je le répète, qui sont sûrement beaucoup plus proches de Corbyn
Corbyn que de Macron. Et heureusement d'ailleurs, parce que Corbyn, il a failli gagner les élections et a en tout cas mis en grande difficulté May, tandis que Hollande, on a vu ce que ça a donné, et je crains que Macron ne prenne le même chemin. Donc, on est en Belgique, et là où je suis bien d'accord, c'est que nous avons aussi, et là ça nous rapprocherait peut-être de l'Allemagne, nous avons une tradition de compromis et de pacte social. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que le Parti Socialiste est en difficulté aujourd'hui, puisque ce pacte social n'existe plus. Alors qu'en Allemagne, il y a encore quelque chose comme un pacte social qui peut justifier, par exemple, une grande coalition. Donc, mais là, pour répondre tout à fait clairement à votre question, quand on voit réduction du temps de travail, globalisation des revenus, pension à 65 ans, etc., c'est un vrai programme de gauche. Ce que j'aimerais bien à un moment donné aussi, alors est-ce que, on va dire, c'est pas dans un chantier idéologique, c'est pour un congrès programmatique, mais c'est qu'on isole parmi ce 170 propositions, on est bien d'accord qu'on ne va pas les réaliser toutes tout de suite, qu'on en isole 3, 4, 5, par exemple celle que je viens de dire, réduction du temps de travail, globalisation des revenus, retour à la pension de 65 ans, en disant ça, ce sont les priorités, quoi. Priorités, peut-être même les lignes rouges. Je pense qu'on est à un moment où il faut même donner des lignes rouges, et que le Parti Socialiste, vis-à-vis de ses électeurs, soit très clair sur un certain nombre de choses qu'il ne renoncera pas à faire, et qui est un préalable pour une entrée dans le gouvernement. La droite n'a pas arrêté de faire ça, des lignes bleues, si je puis dire ça comme ça. C'est peut-être à notre tour de mettre quelques lignes rouges. Alors, avis de Nicolas Martin, député socialiste. Est-ce que là, on a donc une matrice idéologique avec ces 170 propositions? Le travail maintenant pour le Parti socialiste, c'est d'exprimer clairement les lignes rouges, celles avec lesquelles il refusera de monter dans un gouvernement si elles ne sont pas présentes. Tout à fait. Mais donc, tout d'abord, pour revenir sur le débat du positionnement du PS wallon et francophone par rapport au terrain européen, je note quelque part la complexité pour nous de pouvoir nous positionner, parce que quelque part, on est tantôt taxé d'archaïsme ou de socialistes les plus à gauche d'Europe par tous nos adversaires politiques, que ce soit le CDH. Regardez, au Parlement wallon, le 28 juillet, lors de la déclaration de politique régionale, on entendait le CDH nous taxer de communistes. Et donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on nous identifie comme étant très à gauche, même lorsque l'on est en participation gouvernementale. Regardez nos combats contre le CETA, notamment, ou contre le saut d'index par rapport aux revendications des libéraux dans le gouvernement Di Rupo, etc., auquel on n'a pas satisfait, évidemment, puisqu'on a voulu se battre pour l'indexation des salaires, le maintien de l'indexation des salaires. On nous a toujours traités d'archaïques. On a même parfois eu des difficultés par rapport aux socialistes flamands. Moi, je me souviens, puisque M. Delruel évoque la nécessité de défendre des services publics forts, et je suis bien d'accord avec lui, je me souviens, il y a une dizaine d'années, de tout le débat sur le maintien des bureaux de poste. Ça peut paraître anecdotique, mais le PS était seul autour de la table au gouvernement fédéral pour défendre ces services publics de proximité. On nous traitait d'archaïques, là aussi, on disait oui, mais il y a le net, il y a la numérisation, vous n'êtes plus en phase avec la société, etc. Non, on défendait des services publics forts de proximité. Et donc, sur le champ européen, le PS wallon et francophone, même au gouvernement, même au pouvoir, a toujours eu un positionnement très à gauche, ce qui n'a pas empêché des erreurs, bien entendu, dans un certain nombre de domaines. Pour le reste, c'est clair qu'aujourd'hui, on a un logiciel qui a été modernisé, qui a été actualisé, avec toute une série de propositions fortes, et il est clair, il est évident que demain, si nous devions rentrer dans un nouveau gouvernement fédéral, toutes les mesures phares qui ont été évoquées hier, que ce soit en matière de bonus social, que ce soit en matière... Mais il y en a 170. Oui, on a identifié les priorités, bien entendu. Moi, je peux vous donner les priorités sans difficulté. Le bonus social qui permet d'augmenter le revenu minimum de la population jusqu'au seuil de pauvreté, la réduction collective du temps de travail avec la semaine de 4 jours, le salaire minimum, la globalisation des revenus qui fait qu'on a une progressivité de l'impôt, non pas seulement sur l'impôt sur le travail, mais aussi sur le capital, l'individualisation des droits et la gratuité des soins. Ce sera des lignes rouges, avec un discours du PS qui va changer dans sa manière, je veux dire, de prioriser et d'imposer ses idées dans le débat public. Oui, mais vous savez, nous ne serons pas au gouvernement. Bien sûr, mais vous savez, si on l'a fait hier aussi. Donc moi, je me souviens très clairement en 2004, quand il a fallu négocier le gouvernement Verhofstadt 2. Souvenez-vous de l'incident majeur sur le financement de la sécurité sociale et des soins de santé. Le Di Rupo avait claqué la porte parce qu'on n'avait pas les 4,5% de croissance du budget des soins de santé. Et donc, il ne faut pas laisser croire aux gens que hier, lorsqu'on était au gouvernement, on avait un positionnement de gauche très clair. Alors, on continue le débat avec notamment vos interventions sur la page Facebook de la RTBF Info dans quelques instants. Et là, on va revenir plutôt alors sur la stratégie, notamment les alliances politiques avec les partenaires possibles à gauche. Et puis aussi la question des personnalités, notamment la question du président du parti, le Di Rupo. Tout de suite. Débat première. Bertrand Haine.
On continue à évoquer le nouveau PS. Est-il arrivé ? C'est la question qu'on se pose et qu'on vous pose aujourd'hui. Et vous êtes assez nombreux à avoir réagi sur les réseaux sociaux, la page Facebook de la RTBF Info et de la Première. Avec notamment pas mal de vos interventions qui concernent le président du Parti socialiste Elio Di Rupo. Louis nous dit « Il convient de reconnaître que le PS, sous la tutelle d'Elio Di Rupo, malgré les secousses et la désapprobation justifiée par rapport aux dérives en son sein, a eu le mérite de se remettre en cause et d'oser définir une nouvelle charte tout à fait orientée sur les enjeux sociétaux actuels et futurs. Reste à voir si les objectifs sont réalisables et si les recommandations sont appliquées au sein du parti. Wait and see, nous dit Louis. Et puis l'avis inverse, il y en a beaucoup, notamment Jacques qui nous dit rien de neuf, cela reste un parti dogmatique du 19e siècle teinté d'écologie à la bobo. Et Philippe, le PS avec Di Rupo, capitaine de navire, c'est le naufrage direct. Dominique nous dit aussi, on prend les mêmes, on recommence. Drôle de renouveau, en fait. Nicolas Martin, c'est quelque chose qui revient assez souvent, ça, cette idée qu'on ne peut pas avoir un renouveau avec des figures de proue qui ne changent pas. Quelle réponse ? Écoute, en tout cas, pour le moment, la priorité, c'était de travailler sur le fond. On reproche suffisamment aux politiques de ne pas prendre le temps de réfléchir avec les acteurs de terrain, avec les militants, d'avoir un vrai exercice démocratique comme aucun autre parti francophone ne l'a eu jusqu'à présent. Et donc, on l'a fait pendant 2 ans. Je pense que c'était salvateur, c'était nécessaire. Ça a permis justement d'avoir de vrais débats en interne et d'oser mettre sur la table les questions qui fâchaient par rapport à notre bilan et surtout de nous projeter dans l'avenir avec des propositions fortes qui sont tout sauf dogmatiques, mais au contraire en lien avec les priorités des gens qui ont difficile à boucler leur fin de mois, des gens qui attendent des réformes liées à du progrès social et pas uniquement des mesures de régression sociale et des mesures de droite. Et donc je pense qu'on a fait cet exercice-là. Alors maintenant qu'on a fait le débat sur les idées, on va le porter jusqu'aux élections prochaines. Et, celle de 2018 ou de 2019 parce qu'il y en a deux. Ici on parle des élections législatives. Donc d'accord, en 2019. Dans 2018, ce sera dans chacune des communes de Wallonie et de Bruxelles, avec des personnalités différentes partout. Et donc, d'ici 2019, on va essaimer ces idées, on va essayer de convaincre sur ce nouveau programme. Et puis, le PS ne manque pas de talent. Elio Di Rupo, comme président de parti, a fait émerger une toute nouvelle génération, avec de nombreux jeunes. Regardez tous nos chefs de groupe dans les assemblées parlementaires, que ce soit Caroline Désir à Bruxelles, que ce soit Ahmed Laoueche à la Chambre, Pierre-Yves Dermagne au Parlement wallon, et je pourrais multiplier les exemples. Il y a toute cette nouvelle génération qui est là, sans parler évidemment des têtes de proue comme Paul Magnette ou d'autres. Et donc, il est évident que cette nouvelle génération aura un rôle majeur à jouer dans la campagne pour convaincre. 2019, oui. Mais écoutez, je ne pense pas qu'il y ait nécessité d'avoir le moindre. Mais il n'y a pas d'urgence. L'urgence, c'était les idées, c'était le fond. Et puis ensuite, il faut convaincre les gens et il faut un parti qui soit au combat, qui soit structuré et qui soit présent sur le terrain, en proximité avec la population. Et en 2019, vous le savez, il y aura des élections présidentielles au Parti socialiste. Paul Magnette a déjà fait savoir qu'il serait candidat et donc le renouveau, il aura lieu, je vous rassure, au Parti socialiste, mais c'est aussi bien de temps en temps de pouvoir s'appuyer sur l'expérience des anciens et de pouvoir allier cette expérience avec les nouvelles générations qui sont bel et bien là, et j'en suis l'un des exemples. Alors, Édouard Delruel, philosophe à l'Université de Liège, quel regard vous portez sur cette équation qui est posée par pas mal d'auditeurs qui disent mais on ne peut pas faire un vrai renouveau avec des figures qui sont là depuis au moins 15-20 ans, parfois en politique. Écoutez, je vais vous lire ce que j'avais écrit dans la carte blanche à laquelle vous avez fait allusion. Pour incarner ce renouveau, il faut sans doute un changement rapide de leadership, mais là n'est pas l'essentiel. D'accord. Voilà, donc à la fois, moi je pense que le changement de leadership doit avoir lieu le plus tôt possible. Quand vous dites rapide, ça veut dire quoi ? Le plus rapide possible, si ça peut être demain ou dans 3 mois ou au printemps, j'en serais Nicolas ravi. Martin dit après les élections de 2019. Voilà, on voit bien que maintenant quel est l'agenda. Voilà, ce qui me semble personnellement un peu tard, mais je dis bien que ça, là, n'est pas l'essentiel. Et je ne cache pas, selon moi, que c'est Paul Magnette qui aujourd'hui peut incarner ce renouveau du parti. Nicolas Martin n'a pas dit autre chose non plus. Voilà, oui, mais enfin, vous me posez la question, je ne fais pas de langue de bois, donc je vous dis pour moi, Paul Magnette le plus vite possible. Et ceci sans aucune ingratitude vis-à-vis d'Elio Di Rupo, parce que ce qu'il a fait comme boulot à la tête du Parti socialiste est évidemment immense, et encore ce qu'il fait aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné, il faut passer la main, et je pense que le momentum, le mieux est le plus tôt est le mieux. Mais pour moi, quand je disais que là n'est pas l'essentiel, je pense qu'il faudra aussi une réforme des structures du parti. Alors, il y a eu le congrès de juillet qui a mis fin au cumul des mandats au sein du parti, mais je pense que le parti est
encore trop féodal. Les fédérations, certaines se comportent quand même un peu comme des baronnies. S'il y a eu le problème Publifin, peut-être le problème SAMU social, en tout cas le problème Publifin, c'est en partie à cause du fonctionnement des fédérations. Il reste encore trop endogame. Il faut absolument privilégier le rapprochement avec les mouvements syndicaux, coopératifs, mais aussi mutualistes, mais aussi associatifs, etc. Je sais bien que ce réseau existe, mais je pense qu'il est absolument impératif de le renforcer et de multiplier et d'ouvrir le parti. J'ai été aussi un peu déçu hier qu'on ne parle presque pas des problèmes de migration, d'intégration, de diversité culturelle, d'interculturalité. Il y avait très très peu, mis à part Ahmed Laouej, de personnes issues de l'immigration, alors que le parti a quand même sur ce plan des positions claires, un électorat qui lui est fidèle, etc. Donc je pense qu'il y a dans le mode de fonctionnement du parti, et pour moi c'est plus essentiel que les têtes d'affiche, des modifications relativement en profondeur à faire. Alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, mais reste sur le fonctionnement du Parti socialiste, Nicolas Martin. Oui, moi j'ai un peu sursauté. Féodal, c'est le mot. Oui. J'ai un peu sursauté quand j'ai lu la carte blanche de M. Delruel à ce sujet-là, parce qu'il appelle effectivement à une grande coalition des gauches avec le PTB et avec Écolo. Quand je vois le caractère hyper démocratique et décentralisé de l'exercice qu'on a fait pendant 2 ans, quand même, avec le chantier des idées au niveau du Parti socialiste, il n'y a pas un seul parti francophone qui a fait le même exercice avec ses militants. Et certainement pas l'extrême gauche, le PTB, où on se coopte entre soi et il n'y a aucune élection démocratique en interne. Et donc ça, moi je m'inscrire complètement en faux par rapport à cette approche des choses. Il y a un parti qui a des règles démocratiques. Notre président, les présidents des fédérations, les têtes de liste, les listes, tout cela est maintenant approuvé de manière démocratique par les militants à bulletin secret. J'aimerais bien voir comment ça se passe, je le sais d'ailleurs, dans les autres formations politiques. Édouard Delruel ne visait sans doute pas le chantier des idées, mais plus la manière dont le parti a fonctionné, notamment avec les fédérations de Liège, où c'est passé l'affaire Publifin, par exemple. Bien sûr, mais regardez la Fédération socialiste de Liège. Il y a eu une élection démocratique avec notamment 2 principaux candidats qui ont émergé au final. Le deuxième candidat qui a fait 49% des voix chez les militants, il avait une 30aine d'années. Alors qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas de fonctionnement démocratique quand un jeune de 30 ans peut potentiellement arriver à la tête de la principale fédération du parti. Maintenant, pour le reste... Attendez, Édouard Delruel, réagissez rapidement et puis Nicolas Martin continue. Je signale simplement que c'est le bras droit de l'ancien président qui est de 62 ans qui est élu et qui est un homme tout ce qu'il y a de plus respectable. Oui, mais ça c'est le résultat démocratique. Monsieur Delruel, à un moment donné, effectivement, on peut avoir ses propres idées, mais quand les militants ou les citoyens s'expriment, il faut aussi en démocratie pouvoir accepter un résultat démocratique. Je parlais d'un mode de fonctionnement des fédérations, globalement, à mon avis, qu'il faudrait revoir pour que ce soit plus transversal et moins de pouvoir pour les fédérations. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis vraiment pas d'accord avec vous parce que les fédérations, justement, c'est la décentralisation du parti et la proximité avec les militants. Dans ma fédération, il y a des débats de fond sur tous les sujets et les militants peuvent s'exprimer et on prend des positions qui ne sont pas d'ailleurs toujours en phase avec la ligne officielle du parti. Si vous étiez au congrès hier, vous avez certainement vu mon expression dans la vidéo que j'ai pu faire où j'ai exprimé des sensibilités spécifiques qui ne sont pas reprises dans la ligne du parti. Vous êtes président de la fédération de Mons. C'est l'expression de la singularité des fédérations. Maintenant, pour revenir à la manière dont on a abordé le congrès d'hier, je rappelle que c'est quelques heures par rapport à 2 années de travail et que donc les questions de migration, les questions de diversité, etc. ont été abordées dans le chantier des idées, bien entendu. Et par rapport à l'ouverture du parti, la plus belle démonstration par rapport à l'ouverture du parti, ce sera les prochaines élections communales et provinciales. Dans toutes les communes, ou à peu près dans toutes les USC, et dans toutes les communes, il y aura des candidats d'ouverture partout. Ce sera la plus belle démonstration d'ouverture du parti sur la société civile. Bon, vous brossez pas mal de choses. Encore un élément, puisque beaucoup d'auditeurs aussi sont intervenus là-dessus. Le Parti socialiste doit-il refuser de s'allier à un parti comme le MR et favoriser des alliances à gauche? C'était votre position, une clarification de ce côté-là, Édouard Delruel. Oui, alors, rapidement, il nous reste 2 minutes. Voilà, l'expression que j'ai employée, c'est des convergences. Ouais. Donc, je sais bien qu'on est en Belgique, je sais bien qu'au fédéral, ce n'est pas la même chose qu'en Wallonie et à Bruxelles. Là où on peut faire des alliances, tentons, cherchons, allons d'abord discuter avec le PTB et avec les écolos. Si ça ne marche pas, on peut toujours voir, mais privilégions d'abord cette voie portugaise. Ouais. Je rappelle qu'au Portugal, ça marche et ce gouvernement fonctionne. Après on doive passer un pacte social qu'éventuellement les alliances soient différentes, je n'en disconviens pas, je connais quand même comment ça fonctionne. Mais dans un premier temps,
temps. On ne peut pas à la fois dire qu'on est une alternative au néolibéralisme et se préparer à gouverner avec le MR. D'accord. Donc il y a quand même un peu de cohérence à avoir, c'est tout ce que je dis, tout en connaissant la complexité politique de notre pays. Nicolas Martin, en 30 secondes, il faut préférentiellement dire ce que vous voulez. Toujours le plus à gauche possible. On l'a toujours fait avec Écolo. Sur les 18 dernières années au gouvernement wallon, 10 années de pouvoir avec Écolo. Et donc à chaque fois qu'ils étaient en mesure de le faire, on l'a fait. Mais avec le PTB, la question ne se pose pas parce que le PTB l'a rappelé, ils refusent d'aller au gouvernement. Ils sont un peu contradictoires là-dessus. Il y a une publication interne. Tout petit peu. Si vous avez observé leur publication interne dans récemment, le journal Solidaire. Mais ils se contredisent. D'accord. Non, le président du parti a dit ils n'iront pas au pouvoir. Donc chaque voix pour le PTB sera une voix perdue et une voix qui reconduira le gouvernement Michel. Ouais. Et donc il faut le PS le plus fort possible pour avoir un gouvernement le plus à gauche possible avec un parti qui prenne ses responsabilités au pouvoir et qui transforme la société et qui ne fasse pas que des revendications dans la rue parce que c'est au gouvernement et au Parlement que les décisions se prennent et pas uniquement dans la rue avec des gens qui ont des slogans mais qui ne les transforment pas en assumant leurs responsabilités au pouvoir.